Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Merci d'être avec nous sur Logos FM dans Entreprise et passion avec aujourd'hui une invitée, vous allez le voir, un petit peu atypique et j'en suis absolument ravie. Angélique, bonjour. Bonjour, merci Marie-Luce pour l'invitation. Angélique Villeneuve, vous êtes en effet artisan céramiste, vous êtes basée sur Ravel. Et avant de nous expliquer ce beau métier, même si c'est compliqué à expliquer à la radio, mais vous allez d'abord nous raconter votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à cette création ? Alors, la céramique, je l'ai découverte quand j'étais enfant, lors de stages d'été, tels que peuvent le faire énormément d'enfants. Et puis je l'ai quitté avec l'adolescence et le monde adulte, où là je me suis dirigée dans le monde de la parfumerie, donc absolument rien à voir. Voilà, j'ai commencé à travailler en parfumerie, ensuite je suis rentrée dans une grande maison à double C, je ne sais pas si je peux citer la marque, donc voilà, chez Chanel. Et j'ai parcouru une bonne partie de la France pendant une petite dizaine d'années. Ensuite, les enfants sont arrivés, grosse remise en question, reconversion professionnelle. Et habitant Ravel, nous hébergions les potiers céramistes qui venaient tous les ans sur le marché de Potiers à l'époque, qui avait une belle renommée. Et un jour, au petit déjeuner, avec des potiers certainement encore plus passionnants que les autres, je me suis dit, mais en fait, voilà, je pense que c'est ce que je veux faire. Mais entre le je pense et franchir le pas, il y a un monde. Donc je me suis formée, je suis allée voir des potiers, des céramistes, et voilà, qui m'ont transmis leurs connaissances, leur passion aussi, et tout ça pour un jour me dire, je crois que je suis prête à ouvrir mon atelier et à m'installer. Donc voilà, et ça s'est fait en 2018. Donc je la fais courte, mais... Alors ça veut dire, lorsque vous étiez dans ce monde de la parfumerie, que vous étiez déjà quand même dans un monde de création, de beauté, d'art, malgré tout, j'imagine. Quel était votre rôle à ce moment-là ? Chez Chanel, j'étais technico-commerciale. Donc j'avais... des objectifs d'animation sur les lieux de vente. J'avais aussi un objectif d'information produit, formation des équipes de vente, voilà, de suivi des ventes entre mes passages, enfin, etc. Donc la création, c'est pas moi qui la faisais et je pense qu'il y avait une grosse frustration là-dessus. Voilà, j'ai mis du temps à admettre ça. À admettre, à le comprendre, oui, exactement. Mais voilà. Et par contre, il y avait tout de même une grosse rigueur parce que dans des entreprises comme ça, dans des maisons comme ça, il y a une rigueur et... attachée à l'artisanat, attachée à la création. Voilà, c'est quand même une maison qui a des artisans d'art sur plein de métiers différents par rapport à que ce soit la mode, la parfumerie ou autre. Et tout ça me passionnait toujours. Et du coup, voilà, j'ai gardé cette rigueur-là essentielle dans notre métier. Alors, comment est-ce qu'on se forme à la céramique ? Comment est-ce qu'on apprend ? Parce qu'à la base, il y a quand même cette part, cette étincelle créative. Mais comment est-ce qu'on la ramène dans de la technique ? Alors, pour ma part, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, mon parcours est quand même assez atypique. Ce sont vraiment des professionnels qui ont accepté de me recevoir dans leurs ateliers et qui ont accepté de me transmettre leur technique. Alors tout ou une partie en fonction de plein de critères, voilà, leurs envies, le temps dont on disposait, etc. Et ensuite, je suis allée faire des formations courtes au CNIFOP à Saint-Amand-en-Puisaye, qui est un centre de formation international céramique, où là, j'ai voulu comprendre comment se créait un émail, comment on arrivait à faire un beau jaune, un beau bleu, enfin beau à mes yeux en tout cas, voilà. Après, c'est les goûts de chacun. Enfin voilà, comment arriver à ce résultat final, avec quelle matière première, comment on utilise tout ça, quel risque pour ma santé, enfin, etc. Voilà, on manipule pas ces matières premières de façon anodine. Il faut vraiment être formé dessus. Et je voulais absolument fabriquer mes émaux, créer mes émaux, puisqu'on peut aussi les acheter tout prêts. Mais voilà, moi, je voulais ça. Donc, je suis allée au CNIFOP me former sur ce sujet.
Et ensuite, j'ai refait une formation sur la porcelaine. Enfin voilà, j'ai fait d'autres formations courtes pour essayer d'en savoir un maximum, d'en connaître un maximum avant l'ouverture de l'atelier. Après, on continue tout le temps à se former. Voilà, aujourd'hui, on a Internet. Je vais dire grâce au Covid, parce qu'il nous a quand même apporté des choses positives, ce Covid. Il existe aussi des formations en visio qui sont... j'en ai fait une récemment sur la chimie des émaux. Voilà, la chimie des émaux, c'est typiquement un sujet qu'on peut faire à distance en formation. Après, pour le tournage d'une pièce en céramique, le tournage en visio, je sais que ça existe, je ne vois pas comment on peut faire. Moi, c'est un tourneur qualifié et avec beaucoup d'expérience qui m'a appris à tourner. Lui, c'est son métier, il ne fait que ça, que du tournage. Bon, ben, avec le recul, je me dis, on ne peut pas faire ça en ligne, c'est pas possible. Mais voilà, il y a plein de façons de se former différentes. Même si, dans le Puy-de-Dôme, on n'a pas de centre de formation céramique tel que le CNIFOP, quoi. Il y a des céramistes qui donnent des cours, mais voilà, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui a été nécessaire pour créer en 2018 ? Quels ont été les besoins ? Comment les avez-vous listés, cernés ? Et comment y avez-vous répondu, surtout ? Alors, il y a différents besoins. Il y a les besoins techniques, du matériel, un tourne-potier, un four, voilà. Bon, ça, c'est avec je vais les appeler mes formateurs. Vos mentors. Mes mentors, exactement. Voilà, eux m'ont dit, il te faut un four, il te faut un tour. Puis bon, il y a des choses, c'est de la logique et du bon sens. Il faut un atelier aussi, déjà. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est besoin... Alors, chef d'entreprise à mon échelle, le chef d'entreprise, gestion, etc. Et là, il y a la Chambre des métiers qui nous accompagne très bien. Donc, voilà. Et cette installation, elle s'est faite chez vous, avec la construction d'un local ? Comment ça s'est passé ? Oui, elle s'est faite chez moi, dans une dépendance. Et donc, vous allez avoir construit cet atelier, ce four, y installer les différents supports, j'imagine. Oui. Et comment est-ce que vous avez envisagé, on reviendra tout à l'heure sur cette technique et puis sur votre signature, sur votre pâte, mais vous avez évoqué cette dimension chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il sait qu'une activité, elle doit être à l'équilibre. Donc, le après, la vente, ça s'est passé comment ? Alors, la vente, c'est quelque chose que je connaissais déjà, du coup, vu mon ancienne profession. Et on y réfléchit, on monte un plan de vente, comment on va vendre, à qui, comment. Alors moi, j'ai ouvert fin 2018, début 2020, le Covid est arrivé, là, il ne m'a pas du tout rendu service, par contre. Mais en même temps, je me suis dit, je ne vais pas rester fermée sans rien faire. Donc, je me suis formée à tout ce qui était communication, réseaux sociaux. Je n'avais pas forcément pris l'importance des réseaux sociaux en termes de communication avant l'ouverture, qui est tout aussi important que le reste. Donc, Facebook, Instagram, prendre une pièce en photo, arriver à ce que la couleur de l'émail ressorte telle qu'elle est et pas à côté. Le bleu, il est pas vert et inversement. Enfin, voilà. Et ça, c'est pas forcément facile. Travaillant avec beaucoup de pièces uniques ou des petites séries, je peux pas me permettre de faire appel à un photographe professionnel. Donc, voilà, tout ça, je me suis formée pendant le Covid. Donc, là aussi, merci le Covid. Alors, technique, justement, vous nous disiez vouloir créer vos émaux. Quelle est la technique que vous utilisez et qu'est-ce que vous produisez ? Alors moi, j'ai 2 lignes de production. J'ai une production utilitaire, usuelle du quotidien, en grès de Saint-Amand-en-Puisaye, donc un grès français. Et c'est une argile dite haute température. Donc nous, quand on parle de haute température pour le grès, c'est 1280 degrés. Ensuite, il y a la porcelaine qui peut cuire un petit peu plus haut. Et il y a à côté les terres dites basse température, faïence, terre cuite, où là, c'est aux alentours de 1000 degrés. Moi, j'ai choisi le grès parce que j'étais formée par des potiers de grès et que c'est quand même des pièces qui sont assez résistantes à l'usage quotidien. Donc, voilà. Et puis, on a y compris à la cuisson, y compris à la cuisson, voilà. Et on arrive à avoir des reflets dans les émaux qui, moi, me parlent. Je suis beaucoup inspirée par les matières naturelles,
enfin tout ce qu'on peut voir. Alors, ça peut être la couleur d'une roche, le grain d'une roche, les feuilles d'automne, la couleur des feuilles d'automne, un ciel orageux. Enfin, ça peut être voilà, tous ces éléments-là qui m'inspirent. Et dans les émaux de grès, il est plus facile de faire ressortir tout ça. Donc voilà, après les émaux basse température, on peut faire plus de dessins, plus de décors. C'est pas ce qui me touchait le plus personnellement, donc voilà pourquoi le grès. Et ensuite, j'ai une production de sculpture, toujours avec du grès, toujours de la haute température. Et bon, là, c'est plus abstrait, c'est différent, c'est plus... Je pars souvent d'un croquis, mais je le suis rarement. Voilà. Ça veut dire aussi, j'imagine, des fours ou un four, je ne sais pas, vous allez nous le dire, qui ont une capacité de quelle taille ? Alors, moi, j'ai un four, mais il y a des potiers qui ont plusieurs fours. Mon four fait 180 litres. Il existe des fours beaucoup plus petits. Pour, par exemple, ceux qui font du bijou, c'est inutile d'avoir un four de 180 litres. Et il existe des fours beaucoup plus gros. Dans le choix du four, il y a déjà le coût, parce qu'un four qui cuit à 1280 degrés est bien plus onéreux qu'un four qui va cuire à 1000 degrés. Et dans le volume du four, il y a les pièces qu'on veut faire. Donc moi, pour les sculptures, il me fallait quand même un volume minimum. Mais il faut aussi bien être conscient que quand j'ai une commande de 10 tasses, admettons, je ne vais pas faire une cuisson que pour 10 tasses. Donc il faut que j'ai suffisamment de pièces à côté pour pouvoir faire une cuisson. Donc il faut trouver le juste milieu. Voilà, moi, il s'est avéré que 180 litres me convenait. Et alors cette production, justement, elle est commercialisée par quel biais ? Alors, très souvent en direct. Après, sur votre atelier. Sur l'atelier, voilà. J'ai aussi des pièces qui sont dans certaines boutiques. Je travaille avec, par exemple, Loïc Girard, qui est chocolatier à Lezou et qui présente ses chocolats dans certaines de mes pièces. Je lui fais les fèves pour la galette des rois. Là, on est en train de travailler sur le projet des prochaines galettes. On est déjà sur l'épiphanie. Et je travaille beaucoup sur mesure. Donc, j'ai des restaurateurs qui viennent me voir pour que je puisse leur faire des assiettes, des contenants exactement, ou au plus proche en tout cas de ce qu'ils recherchent. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est arriver à travailler en collaboration. Je vais voir le restaurateur, j'ai besoin de comprendre comment il travaille, quels produits il travaille, pour essayer de retranscrire son identité dans mes assiettes. Et il y a une part de nous deux, et voilà, moi, c'est ce qui me plaît dans le produit fini. Alors vous dites moins aimer la partie décoration peut-être, mais est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent parfois dans vos productions ou est-ce que c'est uniforme systématiquement ? Alors, c'est pas du tout uniforme et je me lasserais très vite si c'était uniforme. C'est exactement pour ça que je n'ai jamais voulu faire de grandes séries. J'ai échangé sur ce sujet ce week-end, c'est assez drôle parce que j'ai une stagiaire qui a fait un CAP de tournage céramique et dans le CAP de tournage on leur apprend beaucoup de techniques, on leur apprend à calculer des cotes très très précises, à suivre ces cotes-là pour pouvoir faire des séries, pour éventuellement travailler dans l'industrie ou des manufactures de céramique et même si j'ai beaucoup hésité à aller passer ce CAP une époque, j'ai pas franchi le pas. Et avec le recul, j'en suis assez contente parce que Francine, cette stagiaire, me dit que des fois, elle est bloquée par la technique où elle n'ose pas justement aller détourner une forme ou quelque chose comme ça. Et moi, c'est ce qui me plaît. Donc, je me dis au moins, je n'ai pas cette barrière-là. Voilà. J'ai d'autres difficultés, mais je n'ai pas celle-ci. Merci d'être resté avec nous sur Entreprise et Passion, où je reçois aujourd'hui Angélique Villeneuve. Angélique, vous êtes artisan céramiste à Ravel depuis 2018, nous avez-vous dit, avec une formation, on y reviendra dessus tout à l'heure, qui a été importante, mais qui est aussi importante pour vous en termes de transmission. Malgré tout, j'ai envie de vous dire, ça a l'air un peu idyllique, là, tout ça. J'imagine qu'il y a quand même quelques difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Alors, c'est quoi ces difficultés ? Quelles ont été ces difficultés ? Alors, au départ, ça a été de trouver les clients. Ça, c'est la première difficulté. On peut faire des marchés aussi pour vendre, bien sûr, des marchés, des expositions. J'en fais, mais avec le Covid, il n'y en avait plus. Et malgré tout, il fallait vivre. Donc voilà, ça a été une grosse remise en question sur comment développer le côté commercial.
Parce que quand on parle de la céramique, d'un atelier de céramique ou de potier, et comme vous l'avez dit, on voit ça de façon idyllique, il faut bien savoir qu'entre quelque chose, une activité qu'on va faire 2, 3 heures, 4 heures par semaine et une entreprise, il y a un pas qui n'est pas toujours visible comme ça à l'œil nu. Souvent, on pense qu'on s'amuse, le céramiste s'amuse, le céramiste va se balader dans la nature pour trouver l'inspiration et peu dans son atelier. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il faut avoir une multitude de casquettes, mais ça, comme tout chef d'entreprise, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon échelle, je me sens vraiment toute petite derrière ce grand nom. Mais malgré tout, il faut arriver à l'équilibre économique. Et les difficultés, elles sont là. Elles sont aussi dans la technique. On perd aussi des pièces, on casse des pièces. On n'explique pas toujours pourquoi. Ça peut être des choses évidentes. Une fois que la pièce est cassée, on dit oui, là, avec ce défaut-là, elle ne pouvait pas tenir, c'est sûr. Mais des fois, on ne sait pas. Donc, on appelle les collègues et qui disent écoute, essaye ça. Voilà. La difficulté aussi, c'est quand on crée ces émaux, il y a peut-être une 50aine, voire 100 essais avant d'arriver à la couleur qu'on souhaite. Ça, le client ne le voit pas. J'aurais envie de dire, ce n'est pas non plus son problème. Mais la difficulté, elle est là quand même, il faut le savoir. C'est d'arriver à faire comprendre pourquoi il y a un coût derrière une pièce. On est artisan, on ne fait pas de la céramique pour les grandes surfaces, avec des charges françaises. Et il en faut, évidemment, mais voilà. La difficulté, elle est, pour ma part, dans l'utilisation des réseaux sociaux. C'est pas toujours évident, je suis pas née avec moi, donc voilà. C'est très chronophage et c'est pas ce qui me plaît le plus, mais il faut être présent quand même. Et voilà, c'est déjà pas mal, je pense, comme difficulté. Il y a plein de bons moments. Avec, j'imagine aussi, vous évoquiez la casse, j'imagine aussi la dimension matière, où s'il y a je ne sais pas si on peut parler d'un défaut dans la terre lorsque vous la manipulez, mais il y a des choses qui sont un peu impondérables, je suppose, dans tout ça. Oui, alors après, c'est propre à chaque argile. Moi, je travaille le grès de Saint-Amand, mais il y a plein d'argiles différentes. Ça peut être un émail qui ne sera pas compatible avec l'argile utilisée. Ça peut être une bulle d'air dans un émail, dans une pièce, pardon. Voilà, il y a une multitude de critères qui rentrent en jeu et voilà. Et en même temps, vous nous disiez tout à l'heure ne jamais avoir eu l'envie d'être sur de la série, qui pourtant, j'imagine que ce côté de dupliquer va sans doute standardiser un peu la production. Et vous avez fait ce choix d'être sur du sur-mesure en permanence. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette production et justement, qu'est-ce que ça génère comme plaisir supplémentaire, peut-être? Alors, d'avoir toujours ce côté créatif. Alors, ça prend plus de temps que de faire la série, évidemment. Mais oui, moi, c'est ce qui me plaît. C'est toujours créer, c'est toujours se remettre en question, c'est toujours chercher une nouvelle solution, une nouvelle teinte. Enfin, voilà. Là, en fait, la première commande que j'ai eue, on m'a commandé 60 tasses. Et je me suis dit, waouh, 60 tasses, ça me paraissait énorme. Et je leur ai proposé de leur faire 60 tasses différentes. Alors, je pense que j'ai eu un petit éclair dans le cerveau à ce moment-là. Ils ont trouvé forcément l'idée très, très emballante. Ils m'ont dit oui tout de suite. Et après, je me suis dit, mais comment je vais faire 60 tasses différentes? Et en fait, j'ai fait 60 anses différentes. Voilà. Donc, et c'est un peu ma signature dans l'utilitaire. C'est les anses des tasses, des mugs qui sont tout le temps différentes. Voilà. Et ça j'adore. Poser une anse, c'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est assez chronophage et je veux pas de ça. Donc du coup, s'il y a certains sujets où je peux pas passer outre, voilà, là j'essaye de faire différemment
Et voilà, après maintenant, ça devient une habitude, hein, donc ça va tout seul. Mais au départ, oui, 71 différentes, ça m'a occupé un petit moment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tresser, ça veut dire recourber, ça veut dire angle droit Essayez de l'imager un petit peu. Ça peut être... on le voit, alors je pense qu'on le voit encore, hein, mais sur mes réseaux sociaux, une anse qui de profil ressemble à une anse traditionnelle. Et quand on tourne la anse face à soi, ça représente un cœur. Donc voilà, ça c'était une tasse pour Saint-Valentin ou anniversaire de mariage, je ne sais plus, mais voilà. Pour un anniversaire de mariage, je fais des anses avec les initiales des mariés. Voilà, ça peut être torsadé, ça peut être recourbé, ça peut être façon clé de sol, ça peut être... Voilà, on peut imaginer plein de choses. Là, j'ai une commande d'un grand mug avec un anneau de Mobius qui fait la anse. Voilà. Et cette cliente m'a également commandé un anneau de Mobius en sculpture. Donc voilà, chose que je n'avais jamais fait, pourtant c'est connu, voilà, recherché, il y a un marché dessus, mais je ne cherche pas forcément le marché classique, je cherche plus la niche, et voilà, ça m'intéresse. Et alors justement, cette dimension un petit peu d'unique, d'exclusivité, c'est quelque chose que vous avez eu à cœur d'apprendre, mais que vous recherchez dans la transmission aussi. Alors comment est-ce que vous alternez les deux? Se former et transmettre? Se former, c'est assez simple. Hein. Alterner, c'est se former, c'est se plier aux dates de formation. Donc là, voilà, il n'y a pas le choix. Transmettre, je reçois des stagiaires. Donc j'ai eu des stagiaires qui sont en DNMAD, Diplôme National Métier d'Art et Design, dont un qui était en spécialité céramique. Eux, ils ont tout le côté, je vais dire, technique, design, voilà, ce genre de choses. Et moi, je leur apporte le côté pratique, parce que c'est un diplôme qui est assez récent, c'est un ancien diplôme qui a été remodelé, et ils ont beaucoup moins d'heures de pratique qu'avant. Donc à l'atelier, ils viennent apprendre la pratique. Pour beaucoup, ils n'ont jamais touché à la céramique. La dernière que j'ai eue était en marqueterie de paille, donc c'était très intéressant parce que le geste, on retrouve le geste, l'artisan d'art, c'est le geste avant tout, c'est les mains, le travail de la main, on dit l'intelligence de la main, mais c'est bien ça. Et souvent elle disait « Ah, mais ça en marqueterie, j'ai vu, tac tac », voilà. Donc on fait le lien comme ça, c'est enrichissant, moi je trouve que ça m'enrichit moi aussi. Et puis, j'ai eu donc une stagiaire du CNIFOP qui, elle, était en formation vraiment céramique. Et pareil, comme elle débute, et même si je n'ai pas eu de formation diplômante, j'ai un peu de recul quand même, donc j'ai pu lui apprendre plein de choses. Et oui, moi, j'étais ravie qu'on me forme et je suis ravie de former, j'adore la transmission. Comment est-ce que ça se passe avec vos, alors comment on dit, confrères, collègues, concurrents sur le territoire? Collègues. Collègues, allez. Il y a des structures, il y a des regroupements, il y a des temps d'échange. Comment ça se passe? Oui, alors il y a les collègues que j'ai connus, ceux qui m'ont formée. Ensuite, je fais partie d'une association de potiers qui s'appelle Terre et Potiers d'Auvergne. Et je fais partie aussi de la commission réglementation du Comité national des céramistes, le CNC. Donc du coup, c'est que des professionnels de la céramique. Peu importe leur technique, et en fait on se rend compte qu'on a souvent les mêmes problèmes, et c'est très important d'échanger et de ne pas rester seul dans son coin. Vous arrivez à faire bouger les lignes, à impacter sur, je ne sais pas, des décisions ou une vision, un regard sur le métier? À mon échelle, je ne sais pas, directement pas sûr, mais indirectement oui, puisque c'est ensemble qu'on arrive à grandir, mieux certainement. Donc la commission réglementation du CNC, oui, elle fait bouger beaucoup de choses. Moi, j'y suis depuis peu. Donc c'est pour ça qu'à mon échelle, dans l'immédiat, j'ai pas fait bouger grand-chose, mais ils se débrouillent très bien. Donc voilà, j'apporte ce que je peux. Mais on va faire une formation avec Terre et Potiers d'Auvergne, justement, sur les nouvelles réglementations européennes et françaises, parce qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin voilà, donc voilà, là aussi, je vais transmettre à des professionnels, et ça, c'est chouette. Pour conclure cet échange, et je vous remercie vivement, Angélique, d'avoir accepté de sortir de cette création pour venir échanger avec nos auditeurs. Comment est-ce que vous voyez le développement, l'avenir, l'évolution ? Alors moi, je suis ravie parce que quand je fais des expos ou des marchés, je vois que les gens sont de plus en plus sensibles à l'artisanat local. Donc ça, c'est un point extrêmement positif.
Après, on est tous confrontés au problème de pouvoir d'achat général actuel. Mais ça reste un métier de niche et je pense qu'il y a tout de même une belle clientèle pour les métiers de niche. Donc, à nous de nous bouger et de défendre notre métier. Voilà, et plus on fera des choses de qualité, plus notre métier sera reconnu. Et voilà, donc si j'ai un conseil à donner à ceux qui ont envie de s'installer, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. Informez-vous et formez-vous. Et venir découvrir votre atelier de céramiste à Ravel. Avec plaisir. Qui s'appelle Céramique Angélique Villeneuve. On ne peut pas vous louper. Un grand merci à vous. Merci à vous, Marilus. Angélique, à très bientôt dans Entreprise et Passion. Et bien sûr, ne quittez pas Logos FM. À bientôt.